faire ça. Il faut être un animal pour arriver à ce niveau de violence. Armée. Elle est aussi une guerre de prédation. L'agression menée et l'occupation des territoires s'inscrivent dans une logique de pillage systématique des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, en particulier des minéraux stratégiques intégrés à des circuits illicites, organisés et structurés et parrainés par le Rwanda. Ces pillages ne constituent pas une conséquence collatérale du conflit. Il est l'un des moteurs. Il alimente l'économie de guerre, finance la violence et crée des intérêts puissants dans la prolongation de l'instabilité. Parallèlement, l'occupation s'accompagne d'une destruction méthodique du tissu économique local. Les marchés sont désorganisés, les activités commerciales paralysées, les entreprises locales asphyxiées et les moyens de subsistance de population durablement compromis. Rappeler ces réalités, c'est affirmer que la guerre ne se limite pas à la ligne de front. Elle s'exerce aussi contre l'économie nationale, contre les capacités des populations à vivre de leur travail et contre le droit du pays à disposer librement de ses ressources. La paix ne pourra donc être ni juste ni durable sans la fin de ces mécanismes de pillage, sans la restauration d'un espace économique souverain et sans la responsabilité de ceux qui tirent profit de la violence et qui gouvernent par crime. L'exemple du musellement de la société des télécoms Vodacom depuis plusieurs heures maintenant est illustratif de cette volonté de confiscation des libertés pour masquer sûrement d'autres actions hostiles qui sont en train d'être tramées contre la République. Au plan de la paix et de la sécurité, le panel de cette journée aborde les processus en cours, les médiations engagées et les rôles des mécanismes régionaux et internationaux, y compris celui de la MONUSCO. Ils offrent un cadre de réflexion rigoureux sur les efforts déployés par le gouvernement pour mettre fin aux hostilités, prévenir l'escalade et créer les conditions d'une stabilisation durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Excellence, Madame la Première ministre, la journée que nous inaugurons aujourd'hui n'est ni un aboutissement ni un acte isolé. Elle constitue la première étape d'un processus appelé à s'inscrire dans la durée à travers une série d'initiatives destinées à structurer de manière constante et responsable les dialogues entre le gouvernement et la société civile autour de la défense de l'intérêt suprême de la nation. Elle traduit une volonté claire de convergence entre les institutions de la République, les acteurs sociaux, les victimes, les experts, les créateurs, les intellectuels et les citoyennes engagés. Excellence, Madame la Première ministre, les photos que vous aurez l'occasion de voir ces jours, c'est des photos qui nous viennent des photographes. Les membres du gouvernement qui vont échanger tout à l'heure les seront avec des acteurs de la société civile. Nous avons parmi nous des amis qui sont venus ou qui sont partis de Goma et des territoires occupés, qui auront l'occasion, à travers cet exercice, de donner leurs opinions parce que la défense de la patrie ne mobilise pas que le président de la République ni le gouvernement, mais la défense de la patrie mobilise toute la communauté nationale. C'est exactement dans la logique de la campagne Congolais Téléma que vous avez bien voulu lancer il y a quelques mois. Et sur ces mots, Madame Virginie, je vous remercie. Je disais déjà dès le départ qu'il y aura 3 panels. Donc le premier portera sur les conséquences humanitaires, nécessité d'une justice pour les victimes. Le deuxième panel va se pencher sur les conséquences économiques de la guerre et de l'occupation. Et le troisième va s'appesantir sur les voies de la paix, processus de paix et le rôle de la MONUSCO. Évidemment, pour ces 3 panels, il y aura d'autres modérateurs, donc je vais prendre congé de vous. Mais avant de prendre congé de vous, j'aimerais bien que vous puissiez suivre cette vidéo comme si on était ce jour-là à Goma. Le temps s'est réellement arrêté.
Voilà. Et je vais inviter Madame Linda Baouma pour justement modérer ce tout premier panel. Sous vos applaudissements parce qu'elle est très timide. Excellence, Madame la Première ministre, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs et Mesdames les ministres, nous vous remercions d'avoir pris le temps de commémorer avec nous et de nous rappeler cette journée en mémoire de tout ce que nous avons perdu, mais aussi pour nous rappeler à quel point le peuple congolais est résilient, et que le Congo est uni et il le demeurera. Je ne serai pas seule sur ce panel, alors j'aimerais bien appeler mes amis de la technique de nous ramener des microphones. Je serai accompagnée des 3 panélistes. Je voudrais ici inviter son Excellence le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Monsieur Guillaume Guiffard. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue, Excellence. Je serai également accompagnée par Monsieur Eli Dieng, qui est coordonnateur de la division État de droit et institutions de sécurité de la MONUSCO. Monsieur Eli Dieng. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Et par la suite, le dernier panéliste, c'est Dr Joseph Kakisingi, qui nous vient de Bukavu, réfugié à Bujumbura, et qui est coordonnateur du CONAFOD et chef de santé et développement ONG à l'est de la RDC. Bienvenue, Dr Joseph. Bonjour à tout le monde. Et je voudrais aussi vous ramener un peu à Goma. 3 jours avant l'attaque du 25 juin sur la ville de Goma, il y a eu coupure d'eau et d'électricité. Toute la population, pendant ces 3 jours, attendait l'eau et l'électricité. Ce qui leur est tombé dessus, c'est plus de morts et plus de catastrophes. Donc on va un peu supposer qu'on est dans l'ambiance pour se remémorer ce jour-là. On espère tout de même qu'on pourra bien finir cette conférence et qu'on n'aura plus de coupure. Je voudrais commencer avec Monsieur Joseph Kakisingi, Docteur Joseph Kakisingi. Vous nous venez directement de Bujumbura et vous travaillez à Bukavu. Vous travaillez à Bukavu avec Santé et Développement, qui s'occupe aussi des cas des femmes violées et aussi des interventions humanitaires. Pourriez-vous nous décrire en quelques mots la situation sur terrain aujourd'hui, 1 an après que Goma ne puisse chavirer, mais en même temps, la situation dans les camps des réfugiés d'où vous travaillez? Merci beaucoup. Merci surtout de m'avoir associé à cet événement, parce que je vais parler non seulement comme témoin, mais comme aussi quelqu'un qui a vécu la guerre dans son corps. J'ai été déplacé quand j'étais encore étudiant, et donc j'ai fait 180 km en fuyant la guerre, portant ma petite nièce sur le dos. Donc je sais la douleur, je connais la douleur des déplacés internes. Et j'ai vu aussi l'image de la guerre en apportant le premier secours aux femmes victimes de violences sexuelles. Et aujourd'hui encore, je vois l'image de la guerre en essayant de coordonner la première ligne de la réponse. Comme vous le savez, je suis coordonnateur de CONAFOD, qui est la plateforme des ONG humanitaires nationales, qui sont en première ligne donc, de la réponse. Et donc, c'est avec ces trois angles que je vais essayer de vous présenter quelle est la situation aujourd'hui. Comme vous le savez tous, c'est une des grandes crises humanitaires connues au monde, et cela ne fait que s'aggraver chaque jour un peu plus. La situation aujourd'hui peut être catégorisée en 3 crises distinctes qui en fait s'entrecompénètrent. La première crise, c'est en fait la crise des protections qui se caractérise par les déplacements massifs. Nous le savons tous qu'avant la chute de Goma, il y avait des camps de déplacés autour de Goma qui regroupaient autour de 1 200 000 personnes déplacées. Toutes ces personnes-là, avec la chute de Goma, ont été dispersées. Les camps ont été fermés sans respecter les normes de fermeture des camps. Et donc, ces personnes-là sont aujourd'hui déplacées, ne sont pas rentrées chez eux
parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, il y a encore la guerre et il n'y a pas encore la paix. Et donc, ce sont des gens qui sont dans la nature, ils ne peuvent pas se mettre dans les camps parce que c'est interdit d'avoir des camps dans l'espace sous occupation. Et donc, ces personnes-là sont en train d'errer et ils peuvent être autour de 2 millions de personnes qui ne sont pas bien identifiées parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se regrouper dans des camps. Et ces déplacements-là s'accompagnent des morts. Comme vous le savez, quand on se déplace, on n'a pas toute la garantie sécuritaire d'abord vis-à-vis des armes. On a vu dans la plaine de la Ruzizi qu'il y a eu des bombardements aveugles qui ont attrapé, qui ont fauché des vies des personnes qui étaient dans leur maison, qui étaient dans leurs champs. Et donc ces déplacements s'accompagnent des morts. Des morts aussi qui viennent par manque d'eau, par manque de médicaments et par des épidémies qui sont dans la région. Et il n'y a pas de possibilité d'aider. Et donc des morts se multiplient parce qu'on doit se déplacer. Cette crise aussi, c'est une crise sanitaire. La crise sanitaire est provoquée par le fait qu'il n'y a pas possibilité d'appuyer en médicaments les zones de santé reculées et même les grandes villes. Vous savez qu'avec la fermeture de l'aéroport, il est difficile d'amener le vaccin, d'amener l'ocytocine et d'amener des médicaments de première ligne. Et donc, on voit des morts. Nous, les médecins, parfois, on est très tristes de pouvoir perdre des enfants, de pouvoir perdre des femmes qu'on aurait pu sauver si on avait accès à des médicaments, mais qu'on ne pouvait pas avoir parce que les voies ne sont pas accessibles. Dans nos villages, la plupart des médicaments passent par Bukavu et Goma. On ne sait pas aller dans les villages parce qu'il y a des lignes de front, parce qu'il n'y a pas des infrastructures qui permettent d'aller aider. Et donc, vous pouvez imaginer dans l'arrière-pays ce qui se passe. On voit parfois des femmes qui meurent de l'hémorragie du postpartum alors qu'il suffit de l'ocytocine qui coûte moins de $1 pour les sauver. Mais on n'a pas de possibilité de les amener. Il y a des enfants qui meurent de maladies qui avaient déjà disparu parce qu'il n'y a plus de possibilité d'amener les vaccins. Et c'est trop triste et c'est très dramatique la situation qui se vit là-bas. Il y a des médicaments stratégiques comme les antituberculeux, comme les ARV, et comme les vaccins, je disais, qui ne sont plus disponibles. Et cela va créer des résistances et on va se retrouver face à ce que j'appelle une bombe biologique à retardement, parce qu'on va créer des résistances aux infections, des résistances. Et ces infections vont nous revenir avec des difficultés d'être soignés et ça va être dramatique et catastrophique. Donc nous sommes face vraiment à une situation sanitaire urgente et dramatique. C'est aussi une crise alimentaire. Comme vous le savez, nos mamans vivent de l'agriculture. Et aujourd'hui, s'ils doivent aller au champ, ils trouvent les groupes armés, ils sont violés, ils sont traumatisés. Et donc, ils ne peuvent plus aller au champ. Ils ne peuvent plus nourrir leur famille. Et c'est la famine qui s'installe progressivement, aussi bien dans les grandes villes que dans les villages. Et on voit de plus en plus des centres nutritionnels qui sont bondés des enfants et des morts. Parce que même si on vous amène dans les centres nutritionnels, il n'y a pas de nourriture. Et vous mourrez. Vous mourrez de faim aujourd'hui. C'est quelque chose d'inacceptable. Revenons sur les violences sexuelles. Je suis médecin, je suis gynécologue, donc j'ai fait face aussi à ces cas-là. Et c'est parmi les choses qui m'ont poussé à me spécialiser en gynécologie, ce que je voyais tous les jours. Les violences sexuelles et la mutilation. Aujourd'hui, on sait que dans les territoires, dans le Sud Kivu, les analyses qu'on a menées et publiées même par certains chiffres de OCHA, les violences sexuelles ont été multipliées par 3. Le nombre a été multiplié par 3. Et cela, ça donne l'idée de ce qu'on sait déjà que les violences sont faites pas pour le plaisir, mais pour détruire. Et quand nous les voyons, nous, quand on voit comment nous arrivent les femmes, par pudeur, comme ce n'est pas votre métier, je n'ose pas décrire ce que je vois, mais on s'est dit, il faut être bête pour faire ça. Il faut être un animal pour arriver à ce niveau de violence et pour arriver à ce niveau de destruction. C'est trop triste. Et c'est à peine soutenable. Et cela s'accompagne évidemment par des troubles mentaux. Et aujourd'hui, une étude qui a été publiée les 6 derniers mois de 2025 à Bukavu a démontré que le taux de troubles mentaux a été multiplié par 10. Donc les 6 derniers mois, on a eu 118 000 cas de malades mentaux. Et on a eu, pour la première fois, un nombre assez élevé de suicides chez les jeunes, une chose qui n'existait pas. Et donc, pour nous résumer, ce que nous vivons à l'Est, c'est la peur, la famine, les maladies et la mort. Et c'est une situation
une histoire vécue. C'était assez triste. Je pense que c'était 3-4 jours après la chute de Bukavu. Et j'étais chez moi, j'ai eu un appel d'une dame qui me disait « Docteur, ils sont chez moi. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Et maintenant, ils sont en train de me torturer. Est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Quelque temps après, ses enfants m'ont envoyé des photos et des vidéos d'elle en me disant « Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. » C'était tellement éprouvant, tellement triste. Je pouvais faire quelque chose, mais je ne pouvais pas sortir parce que moi-même, je ne savais pas ce qui m'attendait sur la route. Heureusement, le lendemain matin, à 5 h, je suis parti à mon hôpital, je l'ai retrouvé. J'ai pu mettre sa vie hors de danger. Et ensuite, j'ai dû l'évacuer parce que sa présence ou son témoignage constituait un danger permanent, aussi bien pour elle que pour moi-même. Chers compatriotes, la situation est grave. Et il faut que chacun s'implique à son niveau pour qu'on dise c'est assez. 30 ans de souffrance, 30 ans de guerre, c'est assez. Essayons la paix. Merci beaucoup, Dr De Joseph. Évidemment, ce que vous nous décrivez est très dramatique, mais c'est en même temps la réalité que vivent nos frères et sœurs à l'Est. Monsieur Dieng, vous travaillez dans le bureau du coordonnateur humanitaire, Monsieur Bruno Lemarquis, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Face à tout ce que le docteur De Joseph a décrit, il y a quand même une intervention humanitaire qui est coordonnée au sein de vos bureaux. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots également qu'est-ce qui est fait sur le terrain en termes d'aide et de réponse humanitaire par rapport à toute cette crise? Très bien. Je vous remercie. Et je voudrais d'abord signaler que lorsque le docteur Kassikingi a commencé, il a donné des chiffres, n'est-ce pas, des statistiques précises, étayées, faire son analyse sur la situation à l'Est. Mais je voudrais juste dire que cette journée d'aujourd'hui, qui est une journée de mémoire, nous rappelle que la crise à l'Est n'est pas une statistique. C'est des vies qui sont brisées, des familles déplacées, des enfants qui sont privés d'école. C'est également la peur qui s'installe au cœur des survivants et survivantes, justement, qui sont confrontés à ces situations au quotidien, au silence. Et la réponse humanitaire, dans ce cadre-là, devient vitale. Mais elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas sans justice. Je me réjouis d'avoir à mes côtés également le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, avec qui, sur un autre aspect également, aspect justice, nous travaillons en bonne intelligence. Donc cette question de justice est extrêmement importante, surtout lorsqu'il s'agit du combat contre l'oubli. Et cette journée nous rappelle justement ce devoir de mémoire. Et que veut dire ce devoir de mémoire? C'est d'abord de documenter, de protéger, n'est-ce pas, d'apporter les réponses, des réparations et de pouvoir aussi rendre compte. Et nous nous attelons aux côtés de l'État justement à soutenir ces efforts pour que les victimes soient reconnues et que la violence ne se répète pas. Cela nous interpelle tous. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes tous là, pour ce devoir de mémoire. Mais juste les conséquences, rapidement, de tout ce que nous avons entendu de cette crise à l'Est, il faut d'abord dire que ça se mesure en vies humaines. Ça, c'est la première chose, ça n'a pas de prix. Et en déplacement répété, dans tous les sens, des violences de toute nature, mais également les ruptures d'accès aux soins et bien sûr à l'éducation. Et nous pouvons aussi parler des moyens de subsistance d'une manière globale dans un contexte où la société est paralysée. Mais également dans ce contexte-là, on se rend compte que ce sont les femmes et les enfants qui paient le prix, un prix surdimensionné, des violences sexuelles, de traumatismes, de séparation familiale, d'enrôlement, de déscolarisation également. Donc la réponse doit être une réponse intégrée, c'est une réponse qui doit être multisectorielle, autant au plan médical, psychosocial, mais également sur les questions de protection et de justice. On sait que sans un accès humanitaire sûr, l'urgence s'aggrave parce que les besoins continuent à augmenter. Donc il faut déjà la sécurisation des axes juste pour permettre que les chaînes de ravitaillement puissent se faire, qu'ils ne soient pas perturbées, permettre la liberté de mouvement
mais surtout la coordination. Ça, c'est extrêmement important. Il y a plusieurs acteurs humanitaires sur le terrain. Nous nous efforçons à travailler, à coordonner, même dans des conditions les plus difficiles, et justement quand l'accès est perturbé pour des questions de sécurité. Donc c'est là où la mission, donc la MONUSCO, mais également d'une manière globale le système des Nations Unies et les acteurs humanitaires soutiennent les efforts nationaux en matière de protection, de documentation, de renforcement des capacités, mais également de coordination, puisque c'est un point essentiel dans notre travail. Et tout cela se fait dans le respect du mandat de la MONUSCO, dans les capacités qui sont les nôtres, et également partout où on peut agir de notre mieux, en sachant que la protection des civils, c'est la première priorité de la MONUSCO, aux côtés des autorités nationales. Donc c'est ainsi que le travail que nous faisons, l'appui que nous donnons justement en matière humanitaire et d'une manière globale. Et nous l'avons vu lorsque même la MONUSCO n'a pas pu se rendre dans certains espaces, le coordonnateur humanitaire et coordonnateur résident a pu, avec d'autres chefs d'agence du système des Nations Unies, être présent, montrer cette compassion, accompagner, essayer d'évaluer et voir un peu partout où les conditions sont réunies, pouvoir apporter un appui selon les priorités de l'État, des autorités nationales. Donc je voudrais annoncer ici déjà que demain, le gouvernement de la RDC et le comité humanitaire vont lancer le plan de réponse humanitaire 2026. Donc c'est un plan qui va justement décrire dans un contexte très difficile, avec des ressources qui sont amoindries bien sûr dans le contexte global, mais également dans un contexte sécuritaire dans certaines zones extrêmement compliquées, mais toutefois c'est une volonté d'avancer ensemble, de faire une proposition aux urgences humanitaires. Donc nous savons qu'il y a, et pour juste mentionner les chiffres, de 4 millions 100 000 retournés, plus de 5 300 000 déplacés internes. Donc effectivement, il faut aller au-delà des chiffres, c'est vrai, mais c'est immense et les besoins sont énormes. Donc il faut pouvoir répondre justement à cette grande demande-là. Je voulais juste terminer ici sur un point, c'est le programme conjoint du système des Nations Unies pour l'appui à la réforme de la justice. C'est un plan qui est un plan intégré qui a été développé avec la participation du ministère des Administrations de la Justice, mais également qui a des axes sur les 5 axes qui touchent exactement la problématique. Nous allons y revenir sur la question de la justice, en effet. D'accord. Donc la lutte contre l'impunité, l'accès aux droits pour tout le monde, la protection de l'enfance et la protection des femmes également. Merci. Je vous remercie pour cet éclaircissement sur la coordination humanitaire. Il y a encore quelques jours, la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire s'est également rendue au Burundi et en Tanzanie pour rendre visite à nos compatriotes réfugiés là-bas, et où elle a également apporté une aide prévue par le gouvernement congolais. Vous avez souligné quelque chose où effleurait l'impunité. On parle de la résilience et de la résistance, mais lorsque la résilience n'est pas soutenue, elle peut être affaiblie. Et cette résilience, en fait, elle passe aussi par le fait que la reconstruction est possible. Et la reconstruction commence par la justice. Monsieur le ministre, nous savons que cette guerre est menée sur plusieurs fronts. Et sur le front qui est le vôtre, celui de la justice, un des fronts, je pense, auquel la population congolaise s'attend le plus, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est en cours? Merci, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs. Je suis particulièrement heureux de participer à cet échange de ce soir, qui est consacré sur le devoir de mémoire. Et le devoir de mémoire est aussi intimement lié à l'impératif de justice. La situation que nous avons à l'est du pays doit être analysée avec rigueur
en conjuguant à la fois, et là je me réjouis que vous avez dans ces panels insisté pour que l'aspect humanitaire puisse être évoqué. Donc 2 lectures indissociables. D'une part, la lecture humanitaire qui vient d'être faite, et ensuite la lecture juridique. En termes humanitaires, je crois que les 2 panélistes l'ont explicité. Donc, cette situation humanitaire que nous avons est caractérisée par les déplacements massifs des populations, la destruction des infrastructures telles que les hôpitaux, les écoles, les attaques contre les camps de personnes déplacées, les violences sexuelles systématiques, les exécutions sommaires et autres atteintes graves à l'intégrité physique et psychologique. Et cela ne relève pas uniquement d'une crise humanitaire. Donc c'est pourquoi je dis que les 2 doivent être faits d'une lecture indissociable. Donc ces faits que je viens de décrire de façon rapide relèvent du champ du droit international humanitaire et du droit international pénal. Et ça c'est important de le souligner. Ils sont susceptibles, lorsqu'ils sont qualifiés, selon l'ampleur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, etc. Donc, nous sommes ici, puisque nous sommes dans une situation de guerre, et j'aimerais ici souligner un aspect important, que lorsque nous faisons la lecture de la situation juridique dans notre pays, il faut seulement savoir que nous sommes dans 2 régimes juridiques qui sont hybrides, en ce qui concerne la situation à l'Est. Nous sommes en face d'un conflit armé non international, puisqu'il y a une présence des forces de groupes armés internes. Et nous avons aussi un conflit armé international, avec la forte présence de l'armée rwandaise. Donc il faut faire en tout cas cette lecture combinée. Donc les conventions de Genève sont d'application ici dans les cas d'espèce. Et nous avons la possibilité non seulement de juger ces différents acteurs en faisant cette lecture de 2 régimes juridiques. Donc la commission de ces crimes ne crée pas seulement une indignation légitime, parce que nous nous indignons tout le temps, mais elle fait naître des obligations juridiques importantes. Premièrement, même s'il s'agit de la force occupante, le devoir de protéger les populations civiles. Est-ce que les forces occupantes protègent les populations civiles? Je ne pense pas. Le devoir d'enquêter. Nous, en tant qu'État, nous devons enquêter, c'est pourquoi nous allons ouvrir beaucoup d'enquêtes. Le devoir de poursuivre et de sanctionner les responsables, et le devoir de garantir aux victimes l'accès à un recours. Donc, il y a là un lien entre les conséquences humanitaires et les conflits entre les justices. Donc, il faut une réponse juridique structurante. D'abord, qu'est-ce que nous faisons en tant que pays? D'abord, notre pays a des instruments juridiques, des lois qui nous permettent d'ouvrir systématiquement des enquêtes sur ce qui se passe à l'intérieur du pays. Ça, on le fait. Nos tribunaux militaires ont commencé à le faire. Et je pense que je ne suis pas là pour dévoiler la stratégie judiciaire qui se met en place en ce qui concerne ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et je crois que je l'ai dit à plusieurs fois, c'est que jusqu'à présent, notre pays a jugé seulement les Congolais. Alors que les crimes qui se commettent, ils se commettent sous une puissance occupante. Et la puissance occupante, c'est le Rwanda. Et nous savons que lorsque une puissance occupante est dans un pays, il a une présence militaire, donc il y a un commandement qui existe. Donc il y a la responsabilité des commandements. Ça veut dire que les crimes qui se commettent par le sergent rwandais qui est à Uvira, ça va soulever la question de la responsabilité de commandement. Et vous savez qu'en ce qui concerne la responsabilité du commandement, ça va du commandement jusqu'au président de la République. Et d'ailleurs, la Cour pénale internationale, qui a déjà ouvert des situations dans notre pays, la particularité, c'est que
la Cour pénale internationale met l'accent sur la responsabilité des commandements. Donc, et en vertu du principe que nous avons de subsidiarité, ça veut dire que nous allons, les questions, nous avons d'abord, ça il faut le souligner, nous avons la souveraineté de juger toutes les personnes qui commettent les infractions dans notre pays. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Et deuxièmement, c'est pourquoi, comme nous avons cet accord avec la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale a ouvert une série d'enquêtes. Maintenant, c'est à nous de voir quelles sont les enquêtes qui sont prises en charge par la communauté, par la Cour pénale internationale, et les autres qui sont prises en compte par nous-mêmes, puisque le principe de la complémentarité veut que d'abord la responsabilité c'est à nous. Si nous ne pouvons pas le faire, la Cour pénale internationale peut éventuellement le faire. Troisième élément aussi dans ce que nous faisons, c'est la coopération avec les mécanismes internationaux d'enquête. Vous avez appris que la communauté internationale a mis une commission d'enquête internationale avec les structures des Nations Unies. Donc, en termes de cette enquête, il y aura justement des recommandations en relation avec les poursuites. Et dans le cadre aussi de la coopération judiciaire, de la courtoisie judiciaire, nous pouvons, et nous commençons déjà à le faire, demander à ce que les personnes qui ont commis des crimes dans notre pays, qui se trouvent dans certains pays, aux États-Unis, au Canada, tout comme en France et ailleurs, nous pouvons demander à ce que ces gens puissent poursuivre et demander à ces pays d'appliquer le principe de la compétence universelle. Donc, au-delà de ce que je viens de dire, puisque lorsque nous sommes dans un conflit et notre pays s'est engagé dans le processus de la justice transitionnelle, cela revient à dire que les réponses judiciaires peuvent ne pas apporter une réponse finale à la crise que nous avons. C'est pourquoi on a ces mécanismes juridictionnels qui permettent aux victimes d'aller dans un processus de la vérité. C'est ce que nous cherchons dans la recherche de la vérité, la réparation et le devoir de non-répétition qui est là, bien sûr, le devoir de mémoire avec ce que nous sommes en train exactement de faire. Donc, en gros, en termes de réponse judiciaire, je pense que nous sommes suffisamment outillés pour que dans les jours à venir, nous puissions nous-mêmes ouvrir une série d'enquêtes pour juger toutes les personnes qui ont commis les crimes dans notre pays, y compris les troupes rwandaises. Et j'insiste sur ça, puisque quand vous regardez bien, vous analysez, vous faites une analyse historique des différents conflits, vous allez voir que depuis 1997, il y a une présence continue des troupes rwandaises dans notre pays. Donc il y a un peu les différents rapports des organisations internationales, etc., mettre l'accent sur ça. Et là, nous avons affaire, et je vais terminer par là, affaire à des crimes imprescriptibles. Cela revient à dire qu'on peut le juger aujourd'hui, on peut le juger demain, on peut le juger plus tard, et c'est ça ce que nous allons effectivement faire. Et dans les jours à venir, nous pourrions communiquer effectivement la stratégie de la réponse judiciaire forte en ce qui concerne ce qui se passe à l'est du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Vous avez abordé la question du devoir de protection et vous vous êtes demandé est-ce que ceux qui occupent nos territoires protègent nos concitoyens. La réponse elle est claire que c'est non, parce que le nombre de rapports que nous recevons en termes de torture, d'enlèvement et de tuerie des populations à l'est de la RDC sont quand même atroces. Tous les jours, je donnerai un exemple récent en décembre lorsqu'il y a eu demande obligatoire d'aller marcher. Je pense par exemple aux jeunes de SAC et qui ont résisté, qui ont lancé des messages aux Rwandais de rentrer chez eux. Le lendemain matin, il y a eu des bouclages où 100 jeunes ont été enlevés, plusieurs autres ont été tués. Et il y a beaucoup, on peut aller à Uvira, à Bukavu, à Goma,
Ces deux cas qui se répètent. Je vois Virginie qui est déjà là, alors je vais juste aller dans ma petite conclusion rapidement. Le ministre a parlé également de la justice transitionnelle. Monsieur De Joseph, vous travaillez avec les victimes de violences sexuelles. Dans ce cadre-là, quelles sont leurs attentes? Parce que vous parlez avec eux régulièrement en matière de justice et de réparation. Les victimes, quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils veulent, la réponse est automatique. Nous voulons la paix. On veut la paix. La deuxième chose, ils disent, pour avoir la paix, il faut la justice. Et troisièmement, nous voulons la réparation pour faire le processus de paix jusqu'au bout. Ils veulent rentrer chez eux, ils veulent que leur bourreau soit puni et que ce soit le motif de ne plus répéter pour que la paix règne définitivement. Merci beaucoup, c'était très direct. Monsieur Dieng, vous travaillez également sur les questions de la justice. Vous avez tout à l'heure évoqué l'impunité, mais également la MONUSCO, dont le mandat vient d'être renouvelé. Je pense qu'on en parlera dans le troisième panel très rapidement. Mais comment est-ce que vous allez soutenir cette quête de la justice en quelques mots? Oui, alors, je pense que l'exemple le plus patent, c'est certainement ce programme conjoint du système des Nations Unies avec plusieurs agences et la MONUSCO en appui à la réforme de la justice qui se décline sur plusieurs axes. Et c'est une manière de fédérer tous nos efforts sur les priorités de l'État. Et bien sûr, ces priorités sont définies clairement par le ministère de la Justice et nous les accompagnons non seulement en matière de renforcement des capacités, mais également dans certaines zones où nous agissons avec la justice militaire, par exemple, à travers les audiences foraines, mais aussi les enquêtes numériques et autres dans des zones qui sont des zones compliquées. Nous le faisons dans le Nord Kivu, nous le faisons dans l'Ituri également, et nous espérons continuer ce renforcement dans des zones justement où on pourrait continuer aux côtés de l'État à contribuer. Donc, encore une fois, c'est vu sous l'angle de la MONUSCO avec son nouveau mandat qui conforte la protection des civils et la lutte contre l'impunité en matière de justice, mais également avec le système des Nations Unies qui a d'autres outils, n'est-ce pas, pour appuyer le secteur de la justice. Merci beaucoup, Excellence. Très cher aîné, je vais vous parler maintenant comme enfant de Goma. Moi, je suis née et grandi à Goma. J'ai étudié le droit. Je suis devenue avocate. Nous faisons tous les jours face à des violations graves. Je voudrais que vous puissiez parler à toute la population de Goma, de Bunagana, de Uvira, de Bukavu, en tant que ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux. Nous avons besoin d'être rassurés de notre avenir. Quel serait votre message à tout cela? D'abord, 3 messages pour moi. Le premier message, c'est que les populations doivent savoir que nous avons toujours la souveraineté de notre justice sur tout ce qui se passe. Il n'y aura pas impunité. Deuxième message pour la jeunesse, c'est que le processus de paix, puisqu'ils vont en parler, le processus de paix n'exclut pas les sanctions, n'exclut pas les poursuites. Et souvent, ceux qui essayent de négocier les accords, ils négocient l'amnistie. Il n'y a pas d'amnistie, puisque ce sont des crimes imprescriptibles. Donc, les accords que nous allons signer ne vont pas empêcher à ce que justice soit faite pour les victimes. Troisième message pour la jeunesse, c'est la capacité de la jeunesse d'utiliser les réseaux sociaux pour documenter et être les témoins directs de ce qui se passe, pour que lorsque les poursuites vont se faire, ils puissent venir témoigner. Témoigner seulement, pas seulement pour eux, mais pour le présent et pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Je ne redirai pas vos mots. Vous l'avez bien entendu. La justice sera rendue et on ne tolérera pas de l'impunité face aux crimes qui sont faits à nos compatriotes. Excellence, Madame la Première ministre, honorables, chères Excellences,
Chère audience, nous allons clôturer ce panel par ici et je vais repasser le micro à Madame Virginie. Mais s'il vous plaît, veuillez raccompagner mes chers panélistes par votre ovation. Soyez généreux, merci. Et là, je vais appeler le deuxième modérateur qui est un homme de la plume, un homme du micro. Et il me rassure que les deux panels vont se faire en 30 minutes, 15 minutes. Linda a eu de la chance de passer avant vous, mais vous allez démontrer que vous n'allez pas courir derrière l'heure, mais essayer de nous maintenir parce que juste après, il y aura l'exposition photo que nous devons visiter. Alors le deuxième panel, je le disais, va être consacré aux conséquences économiques de la guerre et de l'occupation. Mais avant cela, je vous propose justement cette vidéo. Entre-temps, Willy Kalengai, vous pouvez vous approcher et appeler justement vos panélistes. Sous vos applaudissements. Dans l'Est de la République démocratique du Congo par le Rwanda, déstructure l'économie nationale. C'est l'un des objectifs des agresseurs et leur brigade avancée, l'AFCM 23. Mettre à terre ce peuple, résilient et fondamentalement attaché à sa terre. Les haricots, les pommes de terre, la viande fraîche, les saucisses qui inondaient il y a peu les marchés de Kinshasa se font rares et les prix ont pris de l'ascenseur. Au marché Ziguida, les femmes vendeuses expliquent leurs déboires. Les itinéraires sont plus complexes que d'habitude, avec incidence réelle sur le coût. Mais pour le moment, avion direct. Na sombia par exemple na 500 000, na futeli 700 000. Donc prix on a wenze et matite. O mwendenge baby, to meyoko matisaka muke baklia baboyi. Tuko napenda watufungulie Goma, tunapenda vita ishi. Tunateseka sana. Ona maragi, sasa toka Goma, inakuwa tiketema Goma, inaingia ke nini? Inaingia Butembo Beni, inafika Kisangani na pana bato nafika. Tunaisha bien mzuri. Mais pour le moment, tu n'as pas de douane. Maagi a toka Goma. Il faut ingie Rwanda. Na lipia douane. Ndio nakuwa nazunguluka, il faut Kisangani hivi. Nani charge kwa mrefu ya transport. À Goma, le ressenti est le même. De moins en moins d'acheteurs venus de Kisangani, de Kindu ou de Kinshasa. À Birere, les femmes vendeuses sont inquiètes. Elles sont pressées de voir la guerre se terminer pour que les Rwandais rentrent chez eux. Ces produits qui, pour certains, prenaient les cargos depuis l'aéroport de Goma pour différentes destinations dans le pays, moisissent quelque part à Massissi, à Rutshuru ou à Goma même. Les fromages sont attendus à Kinshasa, comme les saucisses d'ailleurs, mais traversés au Rwanda puis revenir à Beni pour être transportés ensuite à Kisangani ou à Kinshasa fait grimper le prix. Les commerces s'effondrent et l'envie de revoir Goma, Bukavu reconnecté à d'autres grandes villes du pays, grandit tous les jours. Kwa leo maharagi ya Masisi tunapana 2500 francs. Maharagi ya Rutshuru inaitwa kablangeti tunauzisha bei ya 2800. Ingine ya Rutshuru tunauzisha bei ya 3000 francs. Na ingine ya Masisi tunauzisha bei ya 2900. Shida yenye iko kila mtu analia Chris. Azanza kilimo na kinaisha na tupaka sasa kilimo kama kutoka Rutshuru watu wa Balimeti. Watu wote washakuwa wakimbizi. Kalanga zikuwa toka Rutshuru asiku yake tena. Tunaishi tu ni za kutoka Kigali tu na ndio maana nishapanda bei sana. Depuis tunachukuza kalanga kila kalanga ilikuwa inaishia $2. Leo inakuwa $2 na kuvuka. Zinapanda bei na ile kupanda bei inaacha habaziuzi. Zirangura bei kali vile me kuziuza hakuna kilia na hakuna pesa pia. Franga haziko mwingine uko na chikuta una vitandiko na anula unarudisha mzigo mzuri.
kuuzia nje kama ulitandika na ndio vile hautauzisha juu hakuna faida. Un appel lancé aux autorités et tous les autres partenaires impliqués dans la recherche des solutions de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour arrêter la guerre. Merci. Nous pouvons applaudir pour ces reportages. Même si beaucoup n'ont pas compris le Swahili, je traduirai ce que j'ai suivi moi-même. Madame la Première ministre, avec votre autorisation, permettez que je puisse appeler très rapidement les membres de ce deuxième panel, parce que nous allons aller du deuxième au troisième sans hésiter. Je voudrais donc appeler pour ce deuxième panel son Excellence Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. On peut l'applaudir. Merci. Nous appelons immédiatement son Excellence Julien Paluku Kahongya, ministre du Commerce extérieur. Nous appelons l'honorable Éric Chikouma, député national. Et nous appelons M. Placide Nzilame, société civile Nord Kivu. Monsieur Placide, je vous en prie, vous pouvez l'applaudir, il vient de loin. Ça va diminuer la distance qu'il a jusqu'au panel. Merci. Merci, prenez place. Avant que nous n'entamions ce panel, je voudrais demander à l'assistance de partager avec moi très rapidement une observation. Je me le suis faite quand j'étais assis là-bas. Regardez derrière ce panel, vous voyez une image. C'est l'image de notre Congo, la carte du Congo, avec des points à l'intérieur de cette carte et à peu près des petits oiseaux qui montrent la paix au-dessus. Je me suis fait cette réflexion. Quand on est en guerre, on est mobilisé. Et notre manifestation d'aujourd'hui, c'est une manifestation de la mobilisation. Quand on est en danger, on serre ce point. Le point, c'est l'appel de toute la force que quelqu'un a pour faire face au danger. Nos poings doivent être serrés. Nous devons, jusqu'à ce que la paix vienne, ne desserrons pas nos poings. Je ne connais pas l'artiste qui a fait ça, mais il a très bien fait. Vous allez regarder que ces différents points constituent les drapeaux nationaux. Et dans tous les coins du pays, il y a un point qui est serré. Je voudrais donc, avec votre autorisation, que nous puissions serrer notre poing pour manifester notre solidarité et notre mobilisation contre cette guerre. Je vous en prie, serrez vos poings le plus fort possible. Mais nous allons taper dans l'ennemi pour avoir la paix, n'est-ce pas? Nous sommes un peuple de paix. Merci. Alors, revenons sur ce panel. Je vous salue avec joie et je voudrais déjà commencer par la société civile. Vous avez suivi tout à l'heure le reportage, M. Placide. Quelles sont les conséquences au quotidien de cette guerre? Parce que nous savons tous que cette guerre, c'est une guerre de prédation. Mais pire que la prédation, quelqu'un vient chez vous, il vole vos biens, c'est déjà grave. Mais il s'installe même chez vous, c'est pire. Alors, dites-nous, en tant que société civile, comment vous vivez au quotidien, sur le plan économique, cette guerre d'occupation? Je vous en prie. Merci pour la question. Excellence, honorables, mesdames et messieurs, je tenterai de donner les éléments de réponse consécutivement aux faits vécus sur le terrain. Je vous en prie. C'est pour ça qu'on a commencé par vous. Excellent, exactement. On doit tous comprendre que l'économie repose sur trois concepts, notamment la production, la commercialisation, la production, la transformation et la commercialisation. Déjà, au niveau de la production, la population de Nord Kivu est à vocation agricole. Et de l'agriculture, il faut retenir que c'est une population qui passe trop de temps au champ. Et la guerre, vous savez vous-même, se déroule dans ces champs-là. La stratégie du M23 aujourd'hui pour mener sa guerre, elle la prépare et la conduit lorsqu'il s'agit de la période de récolte. D'autant plus qu'ils n'ont pas assez de moyens pour prendre en charge l'air militaire. Et quand c'est la période de récolte, vous allez voir que le M23 a le vent en poupe avec ses opérations militaires. Et parfois, dans les zones déjà conquises, ils organisent ce qu'on appelle
la traque des FDLR. Les FDLR sont qui? Effectivement, sont les agriculteurs. C'est les récoltes. Ce sont des récoltes. C'est pourquoi vous allez, quand vous entrez dans des rapports, vous allez trouver qu'il y a eu massacre, par exemple, à Kisségour. À Kisségour, c'est dans des champs où logent les agriculteurs. En un moment, ils surgissent, ils disent non, il y a opération. Et vous allez voir que c'est dans les champs, ils récoltent. Après avoir récolté, cette récolte est divisée en deux. Une partie pour la prise en charge des combattants et une autre va vers le Rwanda et l'Ouganda. Alors, les agriculteurs travaillent déjà à perte. C'est que même la production est fauchée. Qu'en sera-t-il de la suite? Donc la transformation n'aura plus lieu. Vous allez comprendre avec moi que même la société Prémidis, qui était déjà installée à Rutshuru, avait fermé ses portes et s'est orientée vers Lubumbashi. Parce que l'argent n'aime pas le bruit des bottes. Et comment la population survit maintenant par rapport à ça? Comment est-ce qu'à Goma, les gens accèdent aux biens de première nécessité? Ils dépendent aujourd'hui du Rwanda, parce que la stratégie, c'est de détruire ce qui est agriculture au Congo. Les Rwandais ne cultivent pas. Les Rwandais aussi vivent des produits qui viennent de la Tanzanie. C'est comme ça qu'ils amènent des produits de la Tanzanie. Ils les saucissonnent au Rwanda et ils amènent au Congo comme des produits rwandais. Comme ils le font avec les minéraux qu'ils pillent au Congo, ils les ramènent au Rwanda et les taguent comme des minéraux rwandais. C'est ce qui se passe sur terre. Donc la population est obligée de se courber devant ces caprices-là. Et ceux qui fournissent ces produits aujourd'hui, ce sont les épouses de certains chefs de la rébellion. C'est déjà des marchés de monopole. Quand même pour les vivre, il s'agit de monopoles, comprenez comment les gens vivent. On nous a parlé ici des arachides. Vous avez entendu la maman dire, les arachides viennent de Kigali. Ces arachides ne viennent pas de Kigali. Ces arachides viennent de la Tanzanie, à travers les commerçants rwandais, qui les amènent sur le territoire congolais. Donc c'est déjà une économie de dépendance du Rwanda à Goma, même à Bukavu, afin de tuer l'économie agricole congolaise. Merci. Je voudrais demander à M. Julien Paluku, le ministre, vous avez été gouverneur. Pouvez-vous nous donner l'ampleur de ce que vient de dire M. Placide? L'ampleur exacte, parce qu'il a fait une description, certes, mais au niveau du gouvernement, mais surtout en tant qu'ancien ministre, en tant qu'ancien gouverneur, quelle est l'ampleur de cette économie de la prédation qui s'est installée dans le Nord Kivu, surtout à Goma, et comment la population survit dans cette ampleur? Merci beaucoup, Excellence Madame la Première ministre. C'est une question qui peut m'amener à faire 1 heure, mais comme je n'ai pas suffisamment de temps, je vais essayer un peu d'épiloguer autour de quelques questions. En fait, les Rwandais a une stratégie. La première, c'est de détruire le capital humain. Parce que le capital humain, c'est un facteur de production. Et comme vous le voyez, nous avons autour de 7 millions d'habitants qui sont déplacés. Pour vous en rendre compte, 7 millions de personnes, c'est l'équivalent de la population du Lesotho, du Botswana et du Togo. C'est ça la population déplacée. Ou peut-être plus proche de nous ici, c'est l'équivalent de la population du Congo-Brazzaville. Donc vous prenez tout le Congo-Brazzaville, voilà l'ensemble des déplacés du Nord Kivu. Donc les Rwandais ont pour premier objectif de détruire ce capital-là qui est un facteur de production. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, comme a dit la société civile, le Rwanda a 10 millions d'habitants et le marché le plus sûr, c'est la République démocratique du Congo. Donc voilà pourquoi il doit détruire la capacité productive locale pour trouver facilement un débouché. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le secteur minier qui fait l'objet de plusieurs rapports. Lorsque j'ai été élu gouverneur en 2007, les revenus
du secteur minier était équivalent à 70 millions de dollars pour le Rwanda. Déjà parce que le Rwanda avait créé le CNDP bien avant le RCD. Et la prédation du RCD et du CNDP a fait que les revenus montent jusqu'à 70 millions. Mais voilà les chiffres de 2025. Aujourd'hui, les revenus annuels du Rwanda dans le secteur minier, c'est 2 milliards de dollars. De 70 millions à 2 milliards de dollars. Vous comprenez pourquoi la guerre s'est étendue sur Bukavu. Pourquoi on est allé à Bukavu? Parce que les gens disent qu'on est à la recherche des FDLR. Les premiers FDLR s'appellent récolte, les deuxièmes FDLR s'appellent minerais. Je le dirai toujours. Le président Félix Tshisekedi, quand il a compris la problématique du pillage depuis plus de 20 ans, il a créé ce qu'on appelle la société Primeira Gold, qui est devenue plus tard, je crois, Congo Gold Trading. Avant, pendant plus de 20 ans, la RDC n'exportait que presque 2 à 6 kilos d'or par an. Mais lorsque le président a compris que tout l'or allait au Rwanda, il a créé une société congolaise